Et juste un mot pour vous dire que je viens de trouver dans mon courrier aujourd'hui cette édition du cahier 53 de Proust, de ses manuscrits de la Bibliothèque nationale. Je vous montre des images de ces cahiers quand je les commande. Ces cahiers que vous pouvez voir sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale. C'est là que je prends ces illustrations, mais qui sont en cours. Les 75 cahiers de brouillon de Proust qui sont en dépôt à la Bibliothèque nationale sont en cours de publication chez Brepols. Il y a 2 volumes pour chacun, un volume de fac-similé et un volume de transcription diplomatique, plus une annotation. C'est donc le 4e cahier sur 75 qui est publié aujourd'hui. Ils sont accessibles, je crois, chez Brepols. Vous pouvez les commander si ça vous intéresse, et dans quelques années, vous aurez les 75. 75 multiplié par 2, puisqu'il y a 2 volumes par cahier, 150 cahiers vous aurez, c'est-à-dire tous les manuscrits de Proust de la Bibliothèque nationale. Et vous pourrez les lire à loisir. Je poursuis donc. Avec Bloch, nous rencontrons ainsi exactement la même responsabilité du héros dans le bannissement, dans la rupture, et la même absence de reconnaissance de cette responsabilité. J'ai déjà évoqué Bloch et je voudrais revenir sur lui un petit moment. Je l'ai évoqué il y a un certain nombre de leçons lorsque je parlais de la généalogie familiale et de son obscurité, et lorsque je disais que c'était l'un des rares points d'accord qui se faisait entre la grand-mère et le père, traditionnellement opposés à peu près sur tout, en désaccord, et ce Bloch faisait l'unanimité contre lui. Il agaçait le père parce qu'il était indifférent au temps qu'il faisait. « Il est idiot, ton ami, c'est un imbécile », disait le père. Il déplaisait à la grand-mère parce qu'il étouffait un sanglot, essuyait des larmes quand elle se disait un peu souffrante après le déjeuner. « Comment veux-tu que ça soit sincère ? Ou bien alors il est fou ». Et c'est l'occasion de revenir à cette entrée en scène de Bloch, personnage donc absent des premières versions, puisque c'est lui qui hérite des tirades antisémites du grand-père qui étaient préparées à l'origine pour l'arrivée de Swann. Bloch, donc, comme le grand-oncle, fait partie de ces interpolations qui n'étaient pas dans la version primitive de Combray, où au fond, il y avait seulement la famille et surtout la tante Léonie. Bloch, comme le grand-oncle, déplace l'intérêt de Combray vers le héros et non plus seulement vers la famille et le milieu familial. Dans la première référence qu'on peut trouver à Bloch, elle n'est d'ailleurs pas destinée à Combray, elle est destinée à des épisodes bien plus tardifs de la recherche du temps perdu, où il est présenté comme un ami de Montargis, le futur Saint-Loup, qui ne plaît pas à la grand-mère du héros. Voici le petit passage, c'est une toute petite notation pour un nouveau personnage, fils de coulissier, avec qui ma grand-mère me prie de ne pas me lier. Ami de Montargis, dis-lui donc de ne pas fréquenter Bloch, que je n'approuve pas. Une première apparition de Bloch, ami de Montargis, et ce n'est pas du tout pour Combray. Un coulissier,
c'est un terme péjoratif. Toute la littérature du XIXe siècle est pleine de coulissiers, c'est-à-dire des négociants de valeurs mobilières non cotés en bourse, en dehors du parquet des agents de change officiels. Ceux qui revendent, peut-être que lorsque Swann est présenté dans ce que je vous lisais la semaine dernière, le père de Swann était associé d'agents de change. Associé d'agents de change, c'est aussi coulissier. Donc, au fond, Bloch a la même généalogie familiale que Swann dans ses anciens brouillons. Et puis, en bas de cette même image, vous avez une autre notation pour Bloch, fugitive, dans un cahier ancien où il est toujours lié à Montargis et désapprouvé par la grand-mère. Sa sympathie empressée pour Bloch, la sympathie de Montargis, dont elle avait eu tant de peine à me détacher, fut pour elle une consternation. Le mot que Montargis disait de lui d'un air fin, « Ah, il a une veulerie très intéressante, la désolée. » Montargis sur ce Bloch. Et puis, c'est un peu plus tard, lorsque Proust fait ses ajouts à Combray, que Bloch devient un ami du lycée et qu'il prend ce rôle fondamental. Il est celui qui initie le héros à la lecture de Bergotte et par là à sa vocation d'écrivain. C'est dans un cahier de 1910, le cahier 14, où on voit cette nouvelle incarnation de Bloch. Et il est désapprouvé cette fois-ci par le grand-père au titre de son antisémitisme. Parmi les... où est-ce que c'est parmi les camarades israélites parmi les camarades israélites dont mon grand-père déplorait l'intimité avec moi, un jeune Bloch de quelques années plus âgé. Vous voyez que le nom n'apparaît que dans l'addition au-dessus des lignes. Le fils d'un caissier, non plus d'un coulissier, d'un ami de mon père, était certainement le plus intelligent. Il m'avait donné une fois un ouvrage d'un auteur peu connu qui s'appelait Bergotte. Vous voyez que Bloch est ainsi déplacé, d'abord ami de Montargis, désapprouvé par la grand-mère, il devient condisciple, camarade du héros, et son rôle est inséparable de la découverte de Bergotte, même si rien n'indique encore que ce passage soit destiné à Combray. Cependant, dans le même cahier, c'est le cahier 14, un peu plus loin, Proust met en place cet après-midi du dimanche à Combray, et c'est là qu'on voit apparaître Bloch, qui s'introduit dans les lectures du héros. C'est l'après-midi de lecture, mais à ce livre, le livre que le héros lit pendant cet été de Combray, s'en était cette année-là ajouté un autre, prêté par le plus intelligent de ses camarades que mon grand-père n'aimait pas, un jeune Bloch de quelques années plus âgé que moi et qu'on ne me laissait pas voir en dehors du collège, à cause de certains renseignements défavorables que ma mère avait reçus d'une de ses amies sans jamais avoir voulu me les communiquer, se contentant de me dire « Sois très poli avec lui au collège, puisqu'il est aimable avec toi, mais je ne veux pas que tu le voies en dehors. » Ce Bloch est donc, avant même son entrée en famille, déjà suspect. Puis, dans le cahier auquel je vous ai déjà renvoyé, on le voit apparaître, c'est le cahier 28, et c'est là qu'il se comporte fort mal, qu'il est acclaqué, comme dit la grand-tante. Il est acclaqué, dit ma grand-tante. Ensuite, on le voit apparaître, inséré dans cet après-midi
de Combray, et c'est toujours un petit peu le même scénario. Je n'insiste pas. Mais vous voyez, ce qui m'importe ici, c'est que c'est le héros lui-même qui lui porte le coup de grâce, qui provoque son exécution. Et dans ce cahier 28 de 1910, où ce scénario avec Bloch est mis en place, c'est la mère elle-même, exceptionnellement cruelle, qui le chasse lorsqu'il revient quelques jours après avoir insinué que la grand-tante avait eu la cuisse légère et que le grand-père avait fait des affaires fort louches. Voilà ce que le héros rapporte tout naïvement à ses parents. On entre dans ce monde du rapportage ou du potin qui est si important dans le roman, et au fond, le premier exemple de ce commérage est donné par le héros. Vous voyez, à 2 reprises, dans les toutes premières pages. Donc, Bloch s'est mal comporté, mais on aurait continué de le recevoir. Il est à claquer, dit ma grand-tante. Mais ce fut bien pis quand le lendemain, après des hésitations, des scrupules, des remords, des larmes, je finis par avouer à mon père que Bloch m'avait insinué que ma grand-tante avait eu la cuisse légère, que mon grand-père avait fait des affaires fort louches et que beaucoup de gens le blâmeraient d'être venu chez nous, etc. Et voilà la fin, l'aboutissement, le bannissement de Bloch, quand, quelques jours après, on me dit « Monsieur Bloch », Monsieur Bloch est arrivé, il venait de Paris faire une visite à mes parents à Combray, donc vous voyez, on est bien à Combray maintenant, apportant une splendide gerbe de roses. Ma mère, à ma grande épouvante, me dit « Reste là, je vais le recevoir ». Magnifique phrase à double entente. Elle revint au bout d'un moment. Elle lui avait dit que j'étais très fatigué, que le médecin voulait que je me repose et recommandait surtout que je ne visse plus d'amis au-dessus de mon âge. Quand l'année suivante, je retrouvai Bloch et que je lui dis bonjour, il eut à peine l'air de me reconnaître et me dit sur un ton fort digne « Bonjour, monsieur ». Je devins extrêmement rouge et je sentis l'impossibilité de lui parler de Théophile Gautier. Passage. Bon. Vous voyez que là, on est proche du texte définitif, et bon, il sera encore un petit peu réécrit, je vous en donne encore une version, mais il serait malgré tout revenu à Combray, ça c'est le cahier 68, s'il ne m'avait assuré après le dîner avoir entendu dire de la façon la plus certaine que ma grand-tante avait eu une jeunesse orageuse et avait été notoirement entretenue. Je ne pus me tenir de le répéter à mes parents. On le mit à la porte quand il revint, etc. Vous voyez que nous retrouvons cette sorte d'inconscience du héros dans le mal, qui est dans ces 2 circonstances. Elle est ainsi reproduite à 10 pages d'intervalle dans 2 épisodes très voisins. Il rapporte candidement ou malicieusement à ses parents les propos de Bloch, comme il leur avait raconté sa visite à l'oncle Adolphe, provoquant dans les 2 cas la rupture, la brouille. Et puis ce qui est aussi intéressant ou troublant, c'est qu'il s'ensuit la même scène de non-reconnaissance dans la rue, dans un lieu public, comme un signe de malaise. Alors bien sûr, cela fait penser à
une autre grande scène comparable qui a lieu beaucoup plus loin dans la recherche du temps perdu, lorsque le héros est ignoré par Saint-Loup à Doncières, où se reproduit à peu près la même chose. Le jour de son départ, il voit Saint-Loup passer à cheval, si mes souvenirs sont bons. Il lui fait un grand salut et Saint-Loup répond par un salut réglementaire, comme il eût répondu à un soldat qu'il n'eût pas connu. On retrouve donc cette même scène de non-reconnaissance, de mépris, de distance. L'expression qui m'intéresse ici, c'est celle que nous voyons là, en bas de la... Je devins extrêmement rouge, dit le narrateur, de sa rencontre avec Bloch dans la rue, après l'indiscrétion qui a provoqué le bannissement de l'ami par sa famille. Comment dire, cette rougeur liée à la confrontation d'une image désagréable de soi-même, c'est l'indice de tous ces impairs, ces gaffes, ces lapsus, ces actes manqués que l'on retrouve dans des situations assez fréquentes dans le roman et dans Swann même. Et c'est de cela que je voudrais parler un moment, de ces impairs, de ces bévues, de ces incidents qui trahissent des choses importantes et qui provoquent même des brouilles définitives, comme dans cette occasion. Ça nous renvoie encore à ce paradigme indiciaire que décrivait Carlo Ginzburg la semaine dernière, l'idée que tout est lié à de petits indices dans cette recherche, à ce sens du déchiffrement des signes les plus infimes. Souvenez-vous, là encore, de Françoise, j'évoquais ce soir du baiser et son code sophistiqué. Le héros demande à Françoise de porter une lettre à sa mère. Il prétend que, pour convaincre Françoise, pour la manipuler, il prétend que c'est sa mère qui lui a demandé qu'il lui envoie une lettre. Mais il doute que Françoise croit à cet argument et, dit-il, je pense que Françoise ne me crut pas, car comme les hommes primitifs dont les sens étaient plus puissants que les nôtres, elle discernait immédiatement, à des signes insaisissables pour nous, toute vérité que nous voulions lui cacher. Bon, c'est l'une des caractéristiques de Françoise, c'est ce cinquième sens qui permet de déchiffrer les intentions et de déchiffrer tout ce que la famille veut lui cacher. Françoise a ce talent indiciaire qui est d'une certaine façon un talent freudien. Elle sait toujours de quoi il est question quand on veut lui cacher quelque chose. Alors il y a beaucoup de ces moments de rougeur dans Combray, ces rougeurs qui nous indiquent toujours quelque chose. Par exemple, la tante Léonie qui veut nous faire croire qu'elle ne dort jamais. Quand ma tante voulait faire un somme dans la journée, on disait qu'elle voulait réfléchir ou reposer. Et quand il lui arrivait de s'oublier en causant jusqu'à dire « ce qui m'a réveillé » ou « j'ai rêvé que », elle rougissait et se reprenait au plus vite. Autre rougeur dans Combray, eh bien justement le héros devant la dame en rose. L'incertitude où j'étais s'il fallait lui dire « madame » ou « mademoiselle » me fit rougir, et n'osant pas trop tourner les yeux de son côté de peur d'avoir à lui parler, j'allais embrasser mon ongle. Donc la rougeur est toujours liée à ce lapsus, ce malaise, cet impair. Ou encore autre rougeur, celle de la fille de Vinteuil.
à la sortie de l'église, dans le petits échanges et conversations. Si sa fille nous disait de sa grosse voix combien elle avait été contente de nous voir, aussitôt il semblait qu'en elle-même une sœur plus sensible rougissait de ce propos de bon garçon étourdi qui avait pu nous faire croire qu'elle sollicitait d'être invitée chez nous. Donc, la fille de Vinteuil rougit d'avoir trop dit ou trop manifesté de joie et craint une fausse interprétation, un acte manqué, un pataquès. Et dans Combray, dernière rougeur qui me paraît la plus forte, c'est à propos de... C'est dans la dernière partie de Combray, ce qui fait que nous l'abordons quand même un peu, c'est à propos de la vieille dame qui lit les débats aux Champs-Élysées et que le héros admire en raison de Gilberte, par amour pour Gilberte. Il rougit lorsqu'il est pris en défaut par sa mère, lorsqu'il déclare à sa mère son admiration pour cette femme. « Oh, mais je vois ce que c'est !» s'écria ma mère, tandis que je me sentais rougir de honte. « À la garde, comme aurait dit ton pauvre grand-père. Et c'est elle que tu trouves belle, mais elle est horrible et elle l'a toujours été. C'est la veuve d'un huissier. » Non pas un coulissier cette fois, mais un huissier. Mais vous voyez que la rougeur est toujours liée à cette honte d'être pris en faute. Toutes ces situations sociales de malaise. J'avais, il y a quelques années, analysé une rougeur, une honte du héros, lorsqu'il s'humiliait devant le marquis de Norpois. C'était lors du dîner chez les parents, au début des Jeunes filles en fleurs. Il avait appris au cours de ce dîner que Norpois fréquentait chez les Swann et il s'était humilié pour que Norpois parle de lui à Madame Swann. Je voudrais y revenir un moment car il me semble qu'on touche là à quelque chose qui est assez fondamental et décombré. Voici cet impair du héros qui rougit, encore une fois, après avoir demandé à Norpois d'intervenir. Cet homme important qui allait user en ma faveur du grand prestige qu'il devait avoir aux yeux de Madame Swann m'inspira subitement une tendresse si grande que j'eus peine à me retenir de ne pas embrasser ces douces mains blanches et fripées qui avaient l'air d'être restées trop longtemps dans l'eau. J'en ébauchai presque le geste que je me crus seul à avoir remarqué. Il s'agit donc d'une gaffe. D'une gaffe. Le héros a presque embrassé de reconnaissance la main de Norpois. Il pense que personne ne s'en est rendu compte. Or, il apprendra, bien plus tard, que ce geste n'était pas passé inaperçu. Quelques années plus tard, dans une maison où M. de Norpois, qui s'est trouvé en visite, me semblait le plus solide appui que j'ai pu se rencontrer parce qu'il était ami de mon père, indulgent, porté à nous vouloir du bien à tous, d'ailleurs habitué par sa profession et ses origines à la discrétion, quand une fois l'ambassadeur parti, on me raconta qu'il avait fait allusion à une soirée d'autrefois dans laquelle il avait vu le moment où j'allais lui baiser les mains, je ne rougis pas seulement jusqu'aux oreilles, je fus stupéfait d'apprendre qu'était si différent de ce que j'aurais cru, non seulement la façon dont M. de Norpois parlait de moi, mais encore la composition de ses souvenirs. Vous voyez comment ces toutes petites choses, un geste ébauché, non même achevé, devient l'occasion de cette honte et cette rougeur. Et cette page, dans Les Jeunes filles en fleurs, donne lieu à un très long développement justement sur les potins si importants dans ce roman. Et on a donc là une rougeur majeure jusqu'aux oreilles sur la façon dont les événements les plus insignifiants peuvent rester dans la mémoire des hommes.
il sera fait allusion, une fois de plus, beaucoup plus tard, à ce passage dans La recherche du temps perdu, encore une fois de manière assez incohérente, puisque la seconde allusion qui est faite à cet incident, c'est dans la bouche de Madame Swann, qui revient sur cette indiscrétion de Norpois, sur une scène qui est donc exceptionnelle et marquante, et elle la présente différemment. C'est chez Madame de Villeparisis, dans le côté de Guermantes, quelques centaines de pages plus loin donc. Comme M. de Norpois est sympathique, dis-je à Madame Swann, en le lui montrant, il est vrai que Robert de Saint-Loup me dit que c'est une peste, mais il a raison, répondit-elle. En voyant que son regard se reportait à quelque chose qu'elle me cachait, je la pressai de questions. Peut-être contente d'avoir l'air d'être très occupée par quelqu'un dans ce salon où elle ne connaissait presque personne, elle m'emmena dans un coin. « Voilà sûrement ce que M. de Saint-Loup a voulu vous dire, me répondit-elle, mais ne le lui répétez pas, car il me trouverait indiscrète, et je tiens beaucoup à son estime. Je suis très honnête homme, vous savez. Dernièrement, Charlus a dîné chez la princesse de Guermantes. Je ne sais pas comment on a parlé de vous. M. de Norpois leur aurait dit, c'est inepte, n'allez pas vous mettre martel en tête pour cela. Personne n'y a attaché d'importance. On savait trop de quelle bouche cela tombait, que vous étiez un flatteur à moitié hystérique. » Allusion donc au même incident. Et là aussi, il s'ensuit une très longue réflexion sur le potin, sur la réputation, sur l'identité, sur l'image de soi chez les autres. Et c'est quelque chose qui revient très souvent dans La recherche du temps perdu, cet intérêt pour ce qu'on dit de vous en votre absence, ce qu'on dit de vous quand vous n'êtes pas là. Et c'est déjà l'intérêt des scènes avec l'oncle Adolphe et avec Bloch, ce qui provoque ces ruptures. Je sors un peu de mon propos d'aujourd'hui, mais je crois que je ne sors pas vraiment pour signaler l'importance de ce thème, celui de notre existence dans la conscience des autres et des rares occasions où il nous arrive de percevoir ce que les autres pensent de nous. Ces rares incursions qu'il nous arrive de faire dans ce que Proust appelle, à propos de M. de Charlus, le pavillon adverse, un peu comme on traverserait le miroir. Et c'est le moment où Charlus découvre la façon dont on parle de lui, pourrait découvrir la façon dont on parle de lui en son absence chez les Verdurins à la Raspelière. Lorsque M. de Charlus n'est pas là chez les Verdurins à la Raspelière, on parle de lui et de son ami Morel de manière extrêmement vulgaire. Quelle stupeur pour M. de Charlus s'il avait pénétré dans un de ces pavillons adverses, grâce à quelques potins, comme par un de ces escaliers de service où des graffitis obscènes sont charbonnés à la porte des appartements par des fournisseurs mécontents ou des domestiques renvoyés. Donc ce thème très intéressant du pavillon adverse, de l'escalier de service, où il y a en quelque sorte la vérité des personnages dans les ragots, les potins, ce qu'on dit derrière leur dos. Et c'est à ça que Proust compare le rêve, le lapsus, l'acte menté, la gaffe. En vérité, tout le début de Combray introduit ce thème de l'identité et de l'image et porte sur la discordance entre le fils Swann, tel qu'il est vu en famille à Combray, et le mondain parisien, ami du comte de Paris, du prince de Galles, entre ce qu'on dit de quelqu'un quand il n'est pas là et notre comportement devant lui. Tout le début de Combray porte sur cette question. Sans doute, je vous rappelle, sans doute le Swann
que connurent à la même époque tant de clubmen était bien différent de celui que créait ma grand-tante, quand le soir, dans le petit jardin de Combray, après avoir retenti les 2 coups hésitants de la clochette, elle injectait et vivifiait de tout ce qu'elle savait sur la famille Swann l'obscur et incertain personnage qui se détachait, suivi de ma grand-mère, sur un fond de ténèbres et qu'on reconnaissait à la voix. Donc ce contraste entre la réputation, la renommée, ce qu'on dit et la vérité du personnage. Mais même au point de vue des plus insignifiantes choses de la vie, nous ne sommes pas un tout matériellement constitué, identique pour tout le monde, dont chacun n'a qu'à aller prendre connaissance comme d'un cahier des charges ou d'un testament. Notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres. Même si l'acte si simple que nous appelons voir une personne que nous connaissons est en partie un acte intellectuel, nous remplissons l'apparence physique de l'être que nous voyons de toutes les notions que nous avons sur lui, et dans l'aspect total que nous nous représentons, ces notions ont certainement la plus grande part. Elles finissent par gonfler si parfaitement les joues, par suivre en une adhérence si exacte la ligne du nez, c'est ce nez qui était aquilin dans les brouillons. Elles se mêlent si bien de nuancer la sonorité de la voix comme si celle-ci n'était qu'une transparente enveloppe, que chaque fois que nous voyons ce visage et que nous entendons cette voix, ce sont ces notions que nous retrouvons, que nous écoutons. Bref, nous n'accédons jamais qu'à une image construite de l'autre, et toute la leçon de la visite de Swann porte sur ce malentendu familial, malentendu sur son statut social, sur ses relations. Le début de Combray nous montre cette rupture entre Swann tel qu'il est à Paris et le Swann tel qu'il est vu en famille, mais au fond, il n'y a pas d'irruption de Swann dans ce monde-là. Il ne traverse pas le miroir. Il n'y a pas de heurte des 2 mondes. Swann ne pénètre jamais derrière ce miroir familial, et au fond, on peut sans doute dire que Swann se fiche bien de ce qu'on pense de lui chez la grand-tante de Combray. En revanche, il est une occurrence où cela a beaucoup d'importance. C'est ce qui advient à la fin d'un amour de Swann. Et justement, à la fin d'un amour de Swann, pour signaler la fin de cet amour, il est une occasion où Swann pénètre derrière le miroir et découvre ce qu'on dit de lui en son absence. C'est un moment amusant, c'est quand il rencontre Madame Cottard dans un omnibus pour le Luxembourg. C'est le jour de ses visites. Ils tombent l'un sur l'autre par hasard et elle lui raconte la croisière méditerranéenne des fidèles. Et au moment de descendre rue Bonaparte, elle lui lâche ceci. « Les oreilles ont dû vous teinter, monsieur, lui dit-elle. Pendant le voyage que nous avons fait avec Madame Verdurin, on ne parlait que de vous. » Swann fut bien étonné. Il supposait que son nom n'était jamais proféré devant les Verdurins. C'est un passage crucial, c'est la toute fin d'un amour de Swann, puisque c'est le début de la fin. C'est le moment où la relation se banalise et où elle mène au mariage. C'est le moment d'un trouble de Swann, et au fond, on ne saura jamais si c'est vrai, puisque Madame Cottard, pour lui dire ceci, écouta son cœur qui lui conseillait d'autres paroles. Autrement dit, c'est son cœur qui lui dicte ces autres paroles, et nous ne saurons jamais on ne saura jamais ce qu'on dit vraiment de vous quand vous n'êtes pas là, puisqu'après tout, elle peut le dire par bienveillance seulement. Je crois que tel est le trouble c'est un trouble auquel on est constamment confronté dans la recherche du temps perdu.
et où nous jette la découverte du monde où nous existons comme des personnages pour les autres. Et il y a une scène inaugurale de cela dans la littérature occidentale, une scène que Proust connaît certainement, c'est celle dans l'Odyssée, des larmes d'Ulysse, lorsque l'Aède Démodocos, à la cour d'Alkynos, c'est au chant 7 de l'Odyssée, au chant 8 de l'Odyssée, récite, lorsque l'Aède récite devant Ulysse les épisodes de la guerre de Troie, dont Ulysse est le héros, et notamment sa querelle avec Achille. C'est un petit peu la scène inaugurale de cette façon dont nous pouvons nous transporter de l'autre côté du miroir et entendre ce qu'on dit de nous quand nous ne sommes pas là. Dans la traduction de Le Comte de Lille, qui est dans la traduction de Le Comte de Lille, qui est celle auquel Proust est attaché et qu'il cite souvent, la muse excita l'Aède à célébrer la gloire des hommes par un chant dont la renommée était parvenue jusqu'au large Ouranos. Et c'était la querelle d'Odysseus et du Péléide Achilleus quand ils se querellèrent autrefois en paroles violentes dans un repas offert aux dieux. Et l'illustre Aède chantait ces choses, mais Odysseus, ayant saisi de ses mains robustes son grand manteau pourpré, l'attira sur sa tête et en couvrit sa belle face. Et il avait honte de verser des larmes devant les Phéaciens. Mais quand le divin Aède cessait de chanter, lui-même cessait de pleurer, il écartait son manteau et prenant une coupe ronde, il faisait des libations aux dieux. Puis quand les princes des Phéaciens excitaient l'Aède à chanter de nouveau, car ils étaient charmés de ses paroles, de nouveau Odysseus pleurait, la tête cachée. Donc les larmes, c'est la grande scène des larmes d'Ulysse, entendant Démodocos chanter ses propres hauts faits dans la guerre de Troie. Et puis, un peu plus loin, Démodocos chante l'épisode du cheval de Troie, et c'est ceci. L'illustre Aède chantait ces choses, et Odysseus défaillait, et sous ses paupières, il arrosait ses joues de larmes, de même qu'une femme entoure de ses bras et pleure son mari bien-aimé tombé devant sa ville et son peuple, laissant une mauvaise destinée à sa ville et à ses enfants, et de même que, le voyant mort et encore palpitant, elle se jette sur lui en hurlant, tandis que les ennemis, lui frappant le dos et les épaules du bois de leurs lances, l'emmènent en servitude, afin de subir le travail et la douleur, et que ses jours sont flétris par un très misérable désespoir. De même, Odysseus versait des larmes amères sous ses paupières. Cette scène des larmes d'Ulysse, c'est au fond la scène prototypique où l'on entend ce qu'on ne devrait pas entendre, où l'on entend comme si on était absent, comme si on n'était plus, comme s'il ne s'agissait pas de nous. On entend ce que l'on ne devrait pas entendre. Et Ulysse, dans cette scène, éprouve au lieu du plaisir de la reconnaissance, le choc, la peine, l'impossibilité de faire de ce qu'il vit encore comme un présent une histoire. François Hartog, dans son livre sur les régimes d'historicité, analysait cette scène et disait de cette scène d'Ulysse, c'est comme s'il rêvait de lui-même tout en sachant qu'il ne dort pas. Pénétrer de l'autre côté du miroir, voir ce qu'on dit de vous en votre absence. C'est un moment capital, puisqu'il est suivi aussitôt du récit d'Ulysse. Au chant suivant, Ulysse se met à raconter
lui-même son histoire. Provoqué par cette reconnaissance de son présent comme passé historique, il se raconte. Et il se raconte notamment dans la scène mémorable que Proust connaît bien, qui est la fameuse invocation des morts, la Nekouïa, au chant 11 de l'Odyssée, où il rencontre les ombres des morts au pays des Cimmériens, y compris l'ombre de sa mère. Et cette scène, c'est une scène de nécromancie, constitue souvent comme une sorte, d'origine de la recherche du temps perdu. Ulysse interroge l'âme, le fantôme de sa mère, morte depuis son départ, qui lui donne des nouvelles d'Ithaque, et qu'Ulysse tente en vain d'embrasser. Elle parla ainsi, et je voulus agiter dans mon esprit, embrasser l'âme de ma mère morte, et je m'élançai 3 fois, et mon cœur me poussait à l'embrasser, et 3 fois, elle se dissipa comme une ombre, semblable à un songe. Bien sûr, Proust est familier de tout cela, de ces chants 8 à 12 de l'Odyssée, à la fois les larmes d'Ulysse, et puis cette Nekouïa, cette descente, non, ce n'est pas une descente aux enfers, c'est une invocation des morts. Souvenez-vous que Legrandin, lorsque Legrandin, dans Combray, parle de Balbec, au moment où il est amené à parler de Balbec, où habite sa sœur, il décrit Balbec comme le véritable pays des Cimmériens dans l'Odyssée, à travers une allusion à Anatole France. Il y a donc le modèle de la scène littéraire de la confrontation avec soi-même. Pour Ulysse, au fur et à mesure que chante l'Aède, et cette expérience étrange, douloureuse, de la non-coïncidence avec soi. C'est un petit peu une scène comme Carlo Ginzburg les décrivait de la semaine dernière, de ce qu'il appelait straniamento, d'étrangement. Entendre son histoire racontée incognito. Eh bien, j'ai le sentiment que dans cette scène prototypique où on a l'illustration de la distance entre l'altérité et l'identité, entre le passé et le présent, on a un modèle de ce qui arrive souvent dans le roman de Proust. Malheureusement, Proust ne fait jamais allusion, je crois, à Démodocos, cette scène où Ulysse entend sa propre histoire racontée par un autre, mais il me semble qu'on peut donner des exemples très proches. Et je citais il y a un moment la rencontre de Swann et de Madame Cottard dans l'omnibus. Madame Cottard qui lui dit « Les oreilles ont dû vous teinter, on a parlé de vous ». Qu'est-ce que cette scène provoque dans un amour de Swann? Eh bien, le fameux rêve de Swann, qui a lieu aussitôt dans ces pages d'un amour et qui montre la fin de l'amour. C'est justement cette confrontation avec cette façon qu'ont les autres de parler de vous qui produit ce fameux rêve qui marque la fin de l'amour. Je vous le rappelle, il devait la revoir une fois encore, quelques semaines plus tard, Odette. Il se promenait, ce fut en dormant dans le crépuscule d'un rêve, il se promenait avec Madame Verdurin, le docteur Cottard, un jeune homme en fez qu'il ne pouvait identifier, le peintre, Odette, Napoléon III et mon grand-père, sur un chemin qui suivait la mer et la surplombait à pic, tantôt de très haut, tantôt de quelques mètres seulement, de sorte qu'on montait et redescendait constamment.
Odette disparaît dans le rêve, puis Napoléon III disparaît, et le peintre en conclut « Elle est sa maîtresse ». Et voici la suite du rêve, elle est sa maîtresse. Le jeune homme inconnu se mit à pleurer. Swann essaya de le consoler. « Après tout, elle a raison, lui dit-il, en lui essuyant les yeux et en lui ôtant son fez pour qu'il fût plus à son aise. Je lui ai conseillé 10 fois pourquoi en être triste, c'était bien l'homme qui pouvait la comprendre. Ainsi Swann se parlait-il à lui-même, car le jeune homme qu'il n'avait pu identifier d'abord était aussi lui. Comme certains romanciers, il avait distribué sa personnalité à 2 personnages, celui qui faisait le rêve et un qu'il voyait devant lui coiffé d'un fez. » Vous voyez qu'on a affaire à ces larmes dans toute cette scène, qui sont un peu comme les larmes d'Ulysse, entendant sa propre histoire chez les Phéaciens, c'est les larmes de la reconnaissance. C'était mon histoire. Et la reconnaissance du présent de l'amour ou de la guerre comme passé, comme irrémédiablement passé. Et bien sûr, il existe un certain nombre de commentaires de ce rêve de Swann. Si j'avais à y ajouter le mien, eh bien, j'insisterai sur ces larmes du jeune homme qui montrent que Swann est dédoublé. Et Swann a reçu lui-même des éclaboussures de la mer dans les yeux qui sont un peu les équivalents des larmes d'Ulysse. Entre Swann et le jeune homme au fez, ce sont les 2 âges de la vie, c'est la confrontation de 2 présents, et le rêve, comme pour Ulysse chez les Phéaciens, réalise la transformation du passé en présent. On s'est beaucoup intéressé à ce fez, bien sûr. D'où vient ce fez? Ce fez étrange du jeune homme, on n'en sait trop rien, mais je voudrais vous montrer le brouillon où il apparaît, ce fez. Je crois qu'il est là. C'est un monsieur qu'il ne pouvait identifier qui devient un jeune homme au fez. C'est dans le cahier 19. Après tout, ce fez, je crois qu'on peut le rattacher à la croisière d'où reviennent les Verdurins et les Cottard. Ils reviennent d'une croisière dans la Méditerranée, une croisière qui les a conduits jusqu'en Italie, en Grèce, à Constantinople et en Asie mineure. Au réveil, Swann se rend compte que le temps où il était heureux, que le temps où il était aimé est passé. Vous le voyez, on a affaire à ces moments qui sont entre la présence et l'absence. Ces moments que dans les 2 scènes avec l'oncle Adolphe ou avec Bloch, le narrateur ou le héros transgresse, puisqu'il dit à ses parents ce qui devrait être caché de ce côté-ci du mur. Et il y a une réflexion sur ce moment du seuil entre la présence et l'absence. Et si on revient à l'arrivée de Swann dans la famille au début de Combray, il y a un moment très intéressant qui est celui de la transition entre l'absence et la présence de Swann. Swann arrive, on savait que c'était Swann, néanmoins, tout le monde se regarda d'un air interrogateur et on envoya ma grand-mère en reconnaissance. Et puis, le grand-père qui dit aux 2 tantes, pensez à le remercier intelligiblement de son vin, vous savez qu'il est délicieux. Ne commencez pas à chuchoter, dit ma grand-tante, comme c'est confortable d'arriver dans une maison où tout le monde parle bas. Ah, voilà, monsieur Swann, nous allons lui demander s'il croit qu'il fera beau demain, dit mon père. Ma mère pensait qu'un modèle effacerait toute la peine que dans notre famille, on avait pu faire à Swann depuis son mariage. Et il y a le moment qui est parfaitement marqué de la
transition entre le potin sur Swann, le commérage qui vient d'occuper quelques pages, et la conversion à la présence de Swann où chacun tiendra un autre rôle. Et au fond, la dernière remarque que je voudrais faire sur cette transition, c'est en revenant sur ces fredonnements du grand-père, puisque les fredonnements du grand-père, à l'arrivée de Bloch ou à l'arrivée de Swann, ils sont une parfaite marque, un parfait indice de cette transition entre l'absence et la présence. Le fredonnement, c'est la manière dont on parle de Swann quand il n'est pas là, qui soudain fait une petite incursion dans la présence de Swann. J'ai un peu digressé à propos de ces rougeurs et de ces potins, de ces larmes d'Ulysse jusqu'au rêve de Swann, parce que tous ces épisodes me semblent significatifs de ces moments où le roman traverse ce miroir de l'absence à la présence, et ce sont les actes manqués du héros qui m'ont conduit à cela, ces deux actes manqués, avec le grand-oncle et avec Bloch, ces actes manqués qui témoignent de ce que j'appelais cette absence d'innocence du héros qui le mènera, et c'est ce que je montrerai la prochaine fois, vers cette vocation d'écrivain. Merci.